bien sûr enchaîner avec la suite de notre thème, mais de manière un petit peu différente. Nous allons tout d'abord faire une petite récapitulation sur ce que nous avons vu. Monsieur, est-ce que tu nous reçois? Monsieur, je disais que nous allons enchaîner avec le même thème, mais autrement. Donc, nous allons parler un petit peu de l'influence du changement de l'environnement, mais nous allons essayer d'intégrer les deux thèmes précédents. Donc, nous avons travaillé dans les deux thèmes précédents euh, le changement ou bien le fait de sortir de sa zone de confort et l'influence de cette sortie ou l'impact de cette sortie de la zone de confort. Et bien avant, on avait traité la communication, bien sûr, numérique et la communication humaine. Est-ce que la communication numérique va remplacer ou bien elle peut remplacer la communication humaine? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un petit peu de commencer avec, bien sûr, une intégration des trois sujets en même temps dans un seul texte et dans une seule analyse. Ça veut dire qu'on va parler du changement de l'environnement ou du contexte et le passage d'un pays à un autre. On va parler de ce changement en tant que sortie de la zone de confort et on va parler de la contribution de la communication digitale à ce changement. Ça veut dire que la communication digitale, ça continue un petit peu à garder, bien sûr, ce lien avec la famille et à rester un petit peu en contact avec, bien sûr, son pays d'origine ou bien son pays natal. D'accord? Donc, je vais partager le document et on va commencer directement. D'accord? Mademoiselle Asma, s'il vous plaît. Oui, madame. Migration, identité et digitale entre transformation et illusion d'intégration. La migration est bien plus qu'un plus, est bien plus ou plus, plus, est bien plus qu'un simple déplacement géographique. Elle représente une véritable rupture avec l'environnement d'origine. En quittant son pays, l'individu est contraint de sortir de sa zone de confort, abandonnant ses repères culturels, sociaux et linguistiques. Cette situation exige une capacité d'adaptation importante, ainsi qu'une ouverture à de nouvelles normes et façons de vivre. Je continue, madame? Oui. Dans ce processus, le migrant développe souvent une identité hybride, située à mi-chemin entre la culture d'origine et celle du pays d'accueil. Cette identité évolue selon plusieurs facteurs, notamment l'âge et la religion. Les jeunes s'adaptent généralement plus rapidement, tandis que les adultes conservent davantage les traditions. La religion peut constituer un point d'ancrage rassurant, mais aussi un élément de résistance au changement. Très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Mustapha, allez-y. Oui, madame. À l'ère du numérique, l'expérience migratoire connaît une transformation majeure. Le digital permet de maintenir un lien constant avec le pays d'origine, réduisant ainsi le sentiment de rupture. Grâce aux réseaux sociaux,
et aux outils de communication, le migrant peut rester connecté à sa culture d'origine. Cependant, cette facilité comporte un risque, celui de remplacer les interactions humaines directes par des échanges virtuels en restant attaché à une zone de confort digital. Le migrant peut limiter son immersion dans la société d'accueil, conduisant parfois à une intégration superficielle. Ainsi, le défi principal de la migration aujourd'hui n'est pas seulement culturel, mais aussi technologique. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'usage du digital comme un outil de soutien et la nécessité de construire de véritables relations humaines. Très bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mustapha. Donc, je vais relire et expliquer. Donc, ici, migration, identité et digital. Donc, on va combiner migration, identité et le digital. Entre transformation et illusion d'intégration. Donc, c'est la transformation, le changement et illusion. Illusion, c'est l'ouhem, l'ouhem de l'intégration. Ça veut dire les gens qui quittent le pays vers un autre pays, ils sont obsédés par ce fait de vouloir s'intégrer, mais c'est vraiment difficile, voire même parfois impossible de s'intégrer parce que c'est une nouvelle culture et même cette intégration va être, si elle est effectuée, elle ne va être que partielle. C'est pourquoi on parle d'illusion d'intégration, parce qu'il y a beaucoup de différences, que ça soit principalement en termes de religion, que ça soit aussi en termes d'habitude, de coutumes, de comportement. Il y a plusieurs différences. Donc la migration est bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'est pas simplement un changement de lieu. Elle représente une véritable rupture. C'est une rupture avec l'environnement d'origine. En quittant son pays, l'individu est contraint de sortir de sa zone de confort. Ça veut dire c'est une contrainte, c'est obligatoire de sortir de sa zone de confort, abandonnant, il va abandonner, c'est le verbe abandonner, abandonnant ses repères culturels, ça veut dire laissant derrière ses repères culturels, sociaux, sociaux, et linguistiques, ça veut dire de langue. Cette situation exige une capacité d'adaptation importante, ainsi qu'une ouverture à de nouvelles normes et façons de vivre. Donc, ça nécessite en premier lieu une aptitude, une compétence à l'adaptation et une ouverture, infitah, sur des normes et de façons de vivre qui sont nouvelles. Dans ce processus, le migrant développe souvent une identité hybride. تتولي عنده واحد l'identité, واحد الهوية مزدوجة. Située à mi-chemin entre la culture d'origine et celle du pays d'accueil. Ça veut dire il garde les racines de la culture d'origine et les branches du pays d'accueil. Donc on compare ça à un arbre. Un arbre, ça veut dire les racines, le jodour de la culture dialoul, asliha, et les branches, ça veut dire les branches et les feuilles, c'est ceux du pays d'accueil qu'il a acquis, les ta'allamhum, les khadahum, le pays où il s'est installé. Cette identité évolue selon plusieurs facteurs, notamment l'âge et la religion. Donc cette identité, elle est fortement liée à plusieurs facteurs, mais principalement c'est l'âge et la religion. L'âge, c'est un facteur très important parce que si on est de plus en plus jeune, c'est plus facile de s'adapter côté langue, côté habitude, côté... Donc, beaucoup de choses qu'on apprend plus facilement. Et la religion aussi, c'est très important. Les jeunes s'adaptent généralement plus rapidement, tandis que les adultes conservent davantage leurs traditions. Yani, les adultes, huma aktar wahdin mtchebtin les traditions, taqalid. Et bien sûr, ça, on l'a discuté durant, bien sûr, le débat précédent. On a parlé de l'adaptation, bien sûr, entre jeunes et adultes. La religion peut constituer un point d'ancrage rassurant.
Donc, quand on parle, bien sûr, de la religion, on parle d'un point d'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose qui est fixé, qui est enraciné, mutajadder. Donc, plusieurs choses peuvent changer, mais la religion, c'est difficile, voire impossible qu'elle puisse changer. D'accord? Et tout ce qui est lié à la religion, il ne peut pas changer. C'est un point d'ancrage rassurant, mais aussi un élément de résistance au changement. C'est un élément, on dit, c'est la résistance au changement. Hadim bil omor qui résiste au changement. À l'ère du numérique, l'expérience migratoire connaît une transformation Madame, majeure. Oui. s'il te plaît, ancrage, j'ai pas bien compris. Oui, c'est متجدر, mais si je veux l'utiliser, par exemple, dans quel contexte je peux l'utiliser? Donc, on peut l'utiliser pour quelque chose qui ne change pas. Par exemple, les principes. Les principes, ils sont ancrés. C'est un ancrage. La culture, les traditions, on peut dire que ça, c'est aussi un ancrage. D'accord? On peut parler également de quelque chose qui est vraiment lié à quelque chose. أي حاجة مرتبطة بشي حاجة واللي ما يمكنش تبدل, qui ne peut pas changer, on la qualifie d'ancrage. Quelque chose qui est ancré, c'est fixé, enraciné, qui est stable, qui ne change pas. Oui, madame, C'est j'ai un exemple. Oui, euh, allez-y. j'ai un exemple technique. On dit par exemple l'ancrage par exemple d'un poteau par le béton armé, Par par exemple, exemple. oui. Oui. Il est ancré, Ancrage ça veut dire il est fixé, enraciné, il ne peut pas se déplacer. oui. c'est-à-dire on peut pas parler d'un terme ou de quelque chose sans parler de l'autre, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est ça l'ancrage. C'est lié, oui, c'est l'ancrage, oui. D'accord, merci. C'est bon? C'est Très bon. bien. Donc, à l'ère numérique, l'expérience migratoire connaît une transformation majeure. Ça veut dire que la migration auparavant, c'était différent qu'aujourd'hui. C'était plus difficile. Oui, c'était plus difficile. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle quitte le pays, elle n'a presque aucun contact avec sa famille. Juste des lettres qui peuvent arriver ou ne pas arriver, être lues ou ne pas être lues. Parfois, on perd même l'adresse, on n'arrive plus à savoir où cette personne est installée. Mais actuellement, c'est différent. Le digital, il permet de maintenir le lien constant avec le pays d'origine. Ça veut dire qu'il y a toujours le lien, réduisant ainsi le sentiment de rupture. Donc, il n'y a plus ce sentiment de rupture. Grâce aux réseaux sociaux et aux outils de communication, le migrant, ça veut dire la personne qui quitte le pays, peut rester connecté à sa culture d'origine. Il peut rester connecté, lié à sa culture d'origine. Cependant, cette facilité comporte un risque, celui de remplacer les interactions humaines directes par des échanges virtuels. Ça veut dire que malgré que l'utilisation des technologies et de la communication digitale, c'est favorable, mais c'est aussi un risque. Ça risque bien sûr de pousser la personne à remplacer les interactions humaines directes par des échanges virtuels. المبادلات اللي هي virtuelle ماشي physique. En restant attaché à une zone de confort digital. Donc, on reste lié à une zone de confort digital. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à avoir des relations humaines directes. Le migrant peut limiter son immersion dans la société d'accueil. Ça veut dire il peut limiter l'immersion. Ça veut dire, si on parle d'immersion, on va dire il ne va pas s'intégrer, il ne va pas euh, plonger dans l'autre société ou bien dans l'autre pays. C'est un sens figuré, معنى مجازي. L'immersion, ça veut dire se plonger
il va se trouver un petit peu bloqué au niveau, bien sûr, de l'échange par les réseaux sociaux ou bien uniquement par l'outil digital. Il va limiter son immersion dans la société d'accueil. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de contact dans la société d'accueil, conduisant parfois à une intégration superficielle. Ça veut dire l'intégration qu'il a, elle est juste superficielle. Superficielle, sathiya. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde pour le texte. Oui, c'est clair, madame. Très bien. Donc, il reste un petit paragraphe. Ainsi, le défi principal de la migration aujourd'hui n'est pas seulement culturel. Ça veut dire, tahaddi dialna, c'est pas juste culturel, mais aussi technologique. C'est pas un défi culturel, mais technologique. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'usage du digital comme outil de soutien et la nécessité de construire de véritables relations humaines. Ça veut dire que la migration n'est pas seulement d'intégrer une nouvelle culture, de s'adapter avec une nouvelle culture, de constituer bien sûr des relations avec des personnes, mais aussi d'équilibrer son contact avec l'outil digital. Ça veut dire que malgré que l'on peut s'intégrer et trouver sa place, mais il faut tout de même garder un petit peu les interactions humaines. Malgré qu'on réussit ce passage d'un pays à un autre, on doit tout de même garder cet équilibre de contact personnel. Donc, première question, la migration représente-t-elle toujours une sortie de la zone de confort? Donc, est-ce que la migration, elle représente toujours une sortie de la zone de confort? Donc, bien sûr, vous allez expliquer si oui ou non, vous allez justifier. Est-ce que ça représente toujours une zone de confort, oui ou non? Et vous allez essayer de justifier votre réponse. Allez-y. Allez-y, mademoiselle Asma. Alors, madame, selon moi, la migration est une sortie de la zone de confort. On ne parle pas des cas exceptionnels, oui, mais en général, c'est une sortie de la zone de confort. Premièrement, pour les gens qui habitent avec leur famille, donc ils vont séparer leur famille et partir pour installer toute seule dans dans un nouveau pays qui a une nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle, euh, euh, des nouveaux gens. Ils ont qui ont des habitudes, qui ont des principes différents de leur pays. Euh, Probablement on peut dire à 100% que la personne, elle va changer leur travail ou il va changer leur école. Donc, c'est une nouvelle chapitre ou une nouvelle euh, période dans sa vie qui va se commencer avec un nouveau routine qui va être totalement différent. C'est pour cela on dit que c'est une sortie de la zone de confort parce que le confort, la zone de confort, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour et qu'on fait et qui est devenu pour nous habituel, qu'on fait pas d'efforts pour le faire. C'est comme il est devenu dynamique dans notre cerveau. Et cette migration, elle va
elle va laisser la personne de faire un effort, que ce soit pour vivre seule et vivre cette expérience, cette nouvelle expérience, de prendre la responsabilité totale, comment gérer ses argents, comment gérer ses courses, son travail ou ses études. Donc, tout cela est plus leur effort pour s'intégrer dans la nouvelle culture et d'être l'un parmi la plupart des gens qui habitent dans ce pays. Et la plupart du temps, l'objectif des personnes qui migrent, c'est qu'ils veulent réussir là-bas, plus qu'il être dans leur pays. Par exemple, si quelqu'un qui fait ses études, par exemple, prend l'exemple du Maroc, donc il va faire des efforts pour réussir. Mais quand il immigre, il fait un effort plus parce qu'il a ses familles qui l'attendent. Il veut pas détruire l'image que tout le monde elle attend de leur retour. Très bien. D'accord, très très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent lorsqu'on quitte notre pays d'origine. Donc, quand on migre, on cherche, on change de milieu, on change de culture, on change de langue, on change d'appartenance sociale. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment modifiées. Donc, on peut dire que, bien sûr, la migration, c'est une sortie, ou bien voire même une rupture avec ses habitudes, ses anciennes habitudes. On quitte, bien sûr, brutalement un système où on se sentait à l'aise. Donc, c'est effectivement une sortie de la zone de confort. Très bien, mademoiselle Asma. Donc, monsieur Mustapha, allez-y, s'il vous plaît. Oui, madame, donc la migration implique généralement une sortie de la zone de confort, mais cela dépend de la situation de départ et des conditions d'accueil. D'accord. Donc pour les jeunes sans emploi, on ne peut pas vraiment parler de zone de confort, Oui, puisqu'ils n'ont pas de salaire et parfois même sans expérience, alors rien à perdre, sauf les conditions d'accueil, notamment la religion et la culture. En revanche, pour les personnes qui ont déjà une famille et un emploi, la situation est différente. Elles cherchent à améliorer leur niveau de vie, à trouver un milieu de travail ou à vivre une nouvelle expérience. À mon avis, cette expérience est toujours accompagnée par des risques, notamment celui de sortir de sa zone de confort, de changer de langue, de culture et d'environnement. très bien. Et Voilà. comme il a dit mademoiselle Asma, il y a des gens ou il y a des personnes qui ont besoin de cette expérience, c'est-à-dire de vivre cette situation afin c'est-à-dire de faire une rupture avec, c'est-à-dire avec l'expérience au Maroc, surtout les gens qui ont, on peut dire, une image, c'est-à-dire négative. Ils Oui, ont très cette bien. expérience et c'est-à-dire une expérience loin de sa famille, de ses collègues. Bien sûr, parce que ça permet de bâtir sa propre personnalité. Oui, C'est très important pour la construction de la personnalité, de pouvoir, bien sûr, compter sur soi-même, pouvoir prendre des décisions et être un petit peu responsable.
Donc, c'est très important d'avoir des expériences de cette sorte. Donc, très bien. Donc, on peut dire que, voilà, dès lors qu'une personne décide de sortir de sa zone de confort ou bien de migrer, c'est une perte d'un écosystème social. Donc, cette personne, déjà, elle vivait avec ses proches, sa famille, ses amis, des connaissances qui sont prêts. Donc, il y a un certain isolement. Donc, ça, c'est le premier point auquel on peut faire face suite à la migration. Deuxième point, c'est on a la différence de la culture ou ce qu'on appelle le choc culturel. Donc le choc culturel, ce n'est pas vraiment facile à accepter comme vous le croyez. Ça exerce une influence qui est très forte sur le mental. Ça veut dire que les personnes, ils se sentent un petit peu pressées et bien sûr, c'est difficile un petit peu de s'adapter et d'assimiler, bien sûr, ce changement entre les deux cultures. On peut dire que ça demande un petit effort de comprendre la langue, les codes sociaux qui sont échangés entre les personnes, quand est-ce que parler, ne pas parler, quand est-ce que faire cela, ne pas faire cela. Donc ça, c'est un petit peu fatigant au début. D'accord? Et si vous vous souvenez, lorsqu'on était avec Monsieur Monir, il était avec nous, il nous avait expliqué cela. Au travail, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer par rapport à la culture française. Par exemple, par rapport aux femmes qui travaillent avec eux, il faut pas les traiter d'une certaine sorte, il faut pas dire qu'ils ne sont pas, par exemple, compétentes ou bien les critiquer. Il faut faire très attention. Il faut savoir comment il faut dire bonjour à tout le monde, saluer tout le monde, garder les conflits à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de détails qui sont très importants. Donc, ça intègre bien sûr le choc culturel et la différence entre les cultures. Et on a le déclassement symbolique ou bien le changement de statut. On passe d'un statut à un autre statut. Ça veut dire que dans votre pays, vous étiez connu, vous aviez une réputation. La réputation, en arabe, c'est Souma. D'accord? Donc, Nesti Arfouk, déjà, vous aviez par exemple un diplôme, vous passez à un autre pays où ce diplôme n'est pas reconnu, vous aviez la langue, vous passez à un pays où vous avez besoin d'apprendre la langue. Donc, il y a beaucoup de changements qui peuvent être choquants pour la personne. Donc, c'est là où se trouve la situation d'inconfort. La perte du confort et il y a la construction d'une nouvelle personnalité. Donc ça, c'est très important. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, madame. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Le digital permet-il de faciliter réellement l'intégration des migrants? Donc maintenant, est-ce que l'outil digital, vous voyez qu'il a facilité la chose? Il a facilité la migration, oui ou non? Vous expliquez un petit peu et allez-y. Donc pour la deuxième question. Euh, alors, madame, la question, est-ce que le digital facilite réellement l'intégration des migrants? Oui, elle a aidé beaucoup les migrants pour s'intégrer euh, à une nouvelle culture, dans une nouvelle communauté. Premièrement, c'est que avant de voyager à le nouveau pays, les personnes, les immigrants, ils peuvent prendre une idée générale sur la culture, ils peuvent euh, préparer ou savoir en amont c'est quoi les principes, c'est quoi les coutumes, c'est quoi les choses autorisées, interdites dans ce pays, Très c'est bien. quoi
choses à faire, à ne pas faire. Donc, c'est que la personne, il va pas Elle peut aller et s'informer. il peut s'informer et il va, il minimise ou diminue le choc culturel. Très Donc, bien, très bien. et là cette idée en général. Deuxièmement, c'est les applications. Lorsque la personne elle s'installe, elle n'a pas besoin des personnes pour qu'ils guident à trouver des chances. Auparavant, les personnes, elles ont toujours besoin d'un membre ou Dans le quelqu'un pays qui, d'accueil, oui, oui, pour les accueillir. dans les accueils. Maintenant, non. On a par exemple les applications les applications où, grâce à les publicités sur les réseaux sociaux, les gens ils peuvent faire ou s'inscrire avec une agence qui va s'occuper de tout de A à Z et il va vous laisser un guide pendant 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à vous installer et vous faisiez votre vous faisiez ce qui est essentiel, comme les épiceries, les hôpitaux autour de toi. Deuxième chose, on a aussi les applications. Les gens qui n'ont pas un moyen pour faire ce genre des agences, on a les applications comme Google Maps, des applications qui vous indiquent est-ce que l'aliment il est halal ou non, quelles sont les épiceries autour de toi. Ils font la même chose que le guide. Donc, la personne, il va pas être, il va pas sentir le sens qu'il est perdu dans le nouveau pays. Troisième des choses, c'est que les gens, la facilité de travail. Auparavant, il y avait une difficulté de trouver un travail, surtout dans un nouveau pays. Il était difficile dans même le pays origine, mais surtout dans un nouveau pays, c'est plus difficile. Et grâce à les réseaux sociaux, grâce aux applications de recrutement, donc la personne, elle trouve un travail facilement et même Même les avant de s'installer. oui, c'est ça, même avant d'installer et aussi même pour les gens qui font des études. Ils font un part-time job, donc comme ça, ils peuvent étudier et travailler en même temps. La quatrième ou la dernière le dernier point, c'est que le rapprochement de la famille, c'est que il a diminué le sens de sentiment, surtout au début que la personne euh, et sent qu'il est loin de sa famille, qu'il est seul, qu'il n'a pas bien choisi, peut-être qu'il n'a pas pris la bonne décision d'émigrer à le pays. Donc, puisqu'il fait des appels, il est en contact avec sa famille toute la journée. Aussi, on a maintenant le AI. Ils peuvent même parler avec le AI pour au moins dégager le sentiment et sortir ce qu'ils sentent pour continuer euh, et s'intégrer facilement dans le nouveau pays. Très bien, voilà, très très bien. Donc, il y a beaucoup d'éléments auxquels peuvent contribuer les digitales pour faciliter l'intégration. Vous avez évoqué des points sociaux, des points culturels, des points professionnels. Ça veut dire il peut apprendre des choses par rapport euh, aux habitudes, aux mœurs, à ce que font les gens et comment ils se comportent au niveau du pays d'accueil. Et vous avez parlé de la recherche d'emploi, vous avez parlé aussi, dans le dernier point, rappelez-moi, vous avez parlé euh, Rapprochement familial ou oui, du rapprochement familial, vous avez parlé aussi de la langue application? aussi.
Oui, des applications qui oui, donc facilitent l'intégration, facilite aussi de oui. trouver les endroits Les essentiels. endroits, les emplacements, etc. Il y a beaucoup de choses qu'a simplifié euh, la digitalisation. Bien sûr, c'est très important parce que on n'a plus besoin d'une personne pour nous accompagner tout au long de l'intégration, au processus d'intégration, mais le digital peut le faire. Bien sûr, il peut nous aider, bien sûr, à s'intégrer sur tous les plans, social, culturel, linguistique même. On peut apprendre la langue via des applications, on peut connaître les régions, les lieux, on peut chercher de l'emploi. Donc, on peut tout faire grâce, bien sûr, au digital. Très bien. Donc, on peut dire que le digital, effectivement, il permet de faciliter l'intégration des migrants et il permet aussi de, de, de limiter l'influence de ce choc, bien sûr, culturel et du choc aussi et de, cette, de ce changement brusque, bien sûr, auquel font face les migrants. Donc, il permet d'atténuer un petit peu ce choc et il permet d'atténuer un petit peu cet effet, bien sûr, de changement brusque vis-à-vis des migrants. Très bien, mademoiselle Asma. Monsieur Mustapha, allez-y, s'il vous plaît. Bon, madame, donc le digital peut faciliter l'intégration des migrants, à savoir, il permet d'apprendre la langue plus rapidement grâce aux applications. Il aide à comprendre la culture du pays d'accueil via des vidéos, des contenus. Les réseaux sociaux également permettent de se connecter avec des personnes locales afin de savoir leurs coutumes, leurs traditions, également les choses à éviter, à les discuter avec eux. Il facilite la recherche d'emploi, de trouver un logement, des restaurations sans demander l'aide d'une personne. En cas de nostalgie dans le pays d'accueil, donc il suffit de contacter la famille, c'est-à-dire une simple appel afin d'oublier, c'est-à-dire le mal du pays. Euh, également, ou finalement, parfois, via les réseaux sociaux, donc, on peut trouver des personnes, c'est-à-dire qui peuvent être à côté de nous, de notre, c'est-à-dire qui ont, c'est-à-dire des Marocains, et ça facilite un peu de passer, c'est-à-dire euh, Monsieur Mustapha, des personnes, des Marocains qui habitent aussi dans le pays où on s'est installé? c'est-à-dire à côté de nous. Si on est, En par France, exemple, bien sûr, ils sont installés en France. oui, oui, c'est ça, oui. Voilà, très bien, oui. On peut trouver par exemple des mosquées à côté de nous. Donc, il facilite tout ça. Très bien, Monsieur Mustapha, voilà. Donc, le digital, il permet de manière générale de faciliter un petit peu l'intégration. Il permet de briser cet isolement, bien sûr, surtout dans les premiers mois ou la première année. Donc, surtout vis-à-vis liaison avec les parents, les frères, les sœurs, la famille, les amis. Donc, ça brise un petit peu cet isolement ressenti lors des premières années. Et bien sûr, ça permet aussi de maintenir le contact avec la famille
Ça aide beaucoup, bien sûr, et aussi ça peut être positif, quant à l'apprentissage, de la langue pour s'informer, pour, trouver du travail, pour beaucoup, de choses qui peuvent être utiles à un migrant. Ça veut dire l'accès à l'information, il est très, très facile via l'outil digital et aussi on peut se trouver des petites communautés de Marocains, comme vous avez dit, où on peut s'intégrer facilement pour casser un petit peu ce sentiment d'isolement, dans le pays d'accueil. Mais bien sûr, il faut tout de même rester vigilant. Pourquoi? Parce que il faut pas trop compter sur le digital et il faut pas trop entretenir des relations via le digital seulement, mais aussi on doit avoir des relations humaines, des liaisons avec des personnes, des amis avec lesquels on peut se voir, on peut sortir, etc., pour réduire un petit peu l'effet négatif de la digitalisation qui peut mener la personne à une déshumanisation. Ça veut dire la personne perd ses compétences quant à, bien sûr, l'établissement de relations sociales directes. Très bien, donc on va passer à la troisième question. Peut-on vivre de manière équilibrée et sans conflit entre deux cultures? Ça veut dire, est-ce qu'on peut vivre de manière équilibrée et sans aucun conflit lorsqu'on se trouve entre la culture de notre ville, ou bien de notre pays natal, et entre la culture de notre pays d'accueil. Un conflit, ça veut dire un conflit vis-à-vis de soi, un conflit interne. Est-ce qu'on peut vivre de manière équilibrée et sans conflit entre deux différentes cultures? Allez-y. Est-ce que peut-on vivre de manière équilibrée sans conflit entre deux cultures? Personnellement, moi, madame, je vois que c'est difficile de vivre sans conflit euh, euh, en interne, donc sans, sans interne conflit, parce que vous êtes toujours vous êtes toujours entouré par des personnes qui sont pas de votre nationalité ou votre origine. Et vous essayez toujours de s'intégrer, de comprendre, de s'habituer et des fois, vous êtes toujours mal comprendre ou maltraité par des gens qui sont pas, on dit des gens qui ne respectent pas l'autre. Les immigrants en général. Donc, il existe, on trouve ce type de gens, ils sont partout. Donc, cette maltraitance, il est toujours, il marque toujours chez les immigrants et leur permettre de réfléchir. Est-ce que c'était la bonne décision de quitter le pays d'origine ou non? Et est-ce que les succès et les réussites que j'ai réalisées, ça mérite cette souffrance parce que, comme on a dit, ils ont sortir de leur zone de confort et ils ont fait beaucoup des efforts pour acquérir des réussites. Donc, surtout que dans des moments de ressemblance de la famille, au moment des fêtes, au moment ou même à l'été, donc les gens, ils ont cette manque à leur pays natal. Ils trouvent que il, s- il n'appartient à n'importe quelle culture. À pays d'accueil, ils sont pas Ça veut dire qu'ils n'appartiennent ni à l'une des cultures ni à l'autre. oui,
c'est ça. Ça veut dire qu'ils se trouvent un petit peu comme délaissés. C'est quoi délaissé? délaissé ça veut dire بحال شي واحد متخلى عنه ما عنده حتى شي Ah, culture. Il oui, n'a pas d'appartenance. oui, oui, Il c'est ça. n'appartient ni à son pays d'origine, ni au pays où il s'est installé. Oui, comme vous avez dit, madame, et c'est délaissé parce que euh, il a pas bien s'émergé et ils peuvent pas s'émerger totalement à la culture du pays accueil et le pays natal, il habite plus à ce pays. Et même on trouve que il y a deux types de personnes, c'est qu'ils rentrent à leur pays. Euh, on a deux types. Des personnes qui essayent de prouver que il appartient à l'autre culture, qui sont totalement changés, qui sont, comme on dit, des gens qui disent que ils ont elle a appris tout ce qui est modéré, tout ce qui est développé. Elle est devenue totalement comme des étrangers. Elle commence de se comporter comme eux, elle commence de parler comme eux pour prouver ou pour montrer aux gens qu'il est plus un Marocain, par exemple, et qui est il est une personne qui est j'ai pas le mot, c'est-à-dire Qui s'est intégré, qui s'est totalement intégré et qui est adapté maintenant avec son nouveau contexte. oui, c'est ça. Et il y a l'autre type, c'est les gens qui essayent de prouver aux gens qu'ils n'ont pas changé, au contraire, qui sont toujours les mêmes personnes. L'immigration, c'était seulement construire leur futur professionnel. Sa personnalité, ses coutumes, ses principes, ses idées Sont les mêmes. sont les mêmes et n'ont pas changé. Très bien, voilà. Donc, bien sûr, c'est difficile de vivre son conflit parce qu'on se trouve déjà, on va dire, divisé entre deux cultures et réparti entre deux cultures. On n'arrive plus ni à rester au niveau de la culture du pays natal, ni de s'adapter totalement à celle du pays d'accueil, puisqu'elle diffère au niveau, bien sûr, des traditions, de la religion, de plusieurs choses qu'on ne peut pas changer, et des principes aussi. Et voilà, donc c'est difficile, bien sûr, de trouver un équilibre, mais quand même, on s'adapte même à ce conflit interne. On essaie juste de s'entendre avec soi-même et de trouver euh, un terrain d'entente pour pouvoir réussir l'intégration. Allez-y, Monsieur Mustapha, on vous écoute. Madame, à mon avis, vivre de manière totalement équilibrée et sans conflit entre deux cultures, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire, c'est très difficile. Oui, Comme vous avez dit, on peut faire pousser des branches ailleurs, mais on ne peut pas oublier nos racines. très bien. Euh, en effet, une personne peut s'adapter à plusieurs aspects de la pays d'accueil, notamment la langue, les habitudes, ou même certaines valeurs. Cela permet bien sûr de trouver un équilibre, mais il existe des seuils ou des limites, notamment notre religion qui reste essentielle, comme les pratiques religieuses, l'alimentation halal, ou pour certaines femmes, le port du voile. Oui, très bien. Donc même si l'intégration est possible,
il n'est pas, c'est-à-dire une intégration totale, mais il nécessite toujours, euh, c'est-à-dire un équilibre entre l'adaptation et la préservation de notre identité. Très bien, voilà. Donc, c'est sûr que, bien sûr, c'est difficile de se trouver, bien sûr, à 100% équilibré sans conflit, mais tout de même, ça ne signifie pas toujours que c'est négatif. Donc, parce qu'on déjà, il y a des valeurs qui sont contradictoires. Par exemple, comme on a dit la dernière fois, la culture marocaine, elle favorise le collectivisme, ça veut dire vivre avec des personnes en société, se connaître, se dire bonjour, demander de ses nouveautés à ses voisins, à ses amis, etc. Et la culture française, par exemple, c'est une culture qui favorise l'individualisme. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le changer. Et voilà, c'est un exemple qui permet que il y aura toujours un conflit interne. On ne va pas se trouver à l'aise à 100%. Et en même temps, on ne peut pas changer la réalité où l'on se trouve. Mais quand même, on va essayer tout de même d'accepter que c'est notre identité et qu'on doit bien sûr accepter certains changements puisqu'on vit dans ce pays, bien sûr le pays d'accueil et qu'on est censé s'intégrer sans imposer bien sûr notre culture qu'on a ramenée avec nous et où on a grandi bien sûr dans le pays natal. Très bien, donc voilà, donc on va s'arrêter ici.